Tout ça pour dire que l'électrohypersensibilité et le lien de causalité avec la toxicité des ondes, c'est quelque chose qui doit être arraché à l'État. Car l'État et les industriels, eux, ne se nourrissent justement que parce que les ondes sont non toxiques et que donc tout le monde peut les utiliser n'importe comment. Bonjour à tous, c'est Laurence, reporter citoyenne pour Citizen Light. Je suis en route ce matin pour rejoindre Philippe Tribaudot, électro-hypersensible, lanceur d'alerte depuis 2009 pour la reconnaissance de la toxicité des ondes électromagnétiques. Il vit dans une des dernières zones blanches françaises. Nous l'avions rencontré en été 2023. Aujourd'hui, Philippe est face à une antenne qui irradie son campement. Il revient sur son combat et cette actualité qui nous concerne tous. J'ai dû couper ma caméra, qui était un iPhone 15 Pro Max, car malgré aucune donnée cellulaire active, la géolocalisation par défaut de Apple irradiait Philippe toutes les 30 secondes. Nous avons donc qu'une prise de son par un dictaphone. Bonne écoute et merci Philippe. Donc, je m'appelle Philippe Tribaudot, j'ai 63 ans et donc je suis électro-hypersensible, sensible au champ électromagnétique artificiel. Et ce qui m'a obligé à fuir le monde, on va dire, entre guillemets, civilisé, pour vivre dans un monde sans ondes, en sachant qu'aujourd'hui, un monde sans ondes, c'est quand même un lieu très compliqué à trouver. Et donc là, je vis depuis 9 ans dans une vallée dans les Alpes de Haute-Provence, où il n'y a ni téléphonie mobile, ni champ électromagnétique 50 Hz qui viendrait d'une ligne électrique. Donc c'était une zone jusqu'à très très peu de temps, très protégée. Je suis reconnu électro-hypersensible dans la mesure où j'ai été, comme je vous l'avais déjà dit, reconnu lors de l'étude du professeur Bellepomme. J'ai été reconnu électro-hypersensible par la sécurité sociale, où on m'a reconnu comme ayant été irradié. Puis après, j'ai été reconnu handicapé, un handicap de vie pour mon électro-hypersensibilité. Depuis 9 ans, donc je vis ici dans cette petite vallée qui correspondait à mon électro-hypersensibilité, à mon niveau, en sachant qu'il y a un niveau zéro de pollution électromagnétique sur la planète, ça n'existe plus. Les satellites permettent la téléphonie satellitaire sur l'ensemble de la planète. Donc, je vais juste vous retracer, donc, depuis la dernière fois qu'on s'était vu, on a eu une réunion avec le préfet en septembre 2023. Donc, il y avait Michèle Rivasi, députée européenne, aujourd'hui malheureusement décédée, qui nous a quittés en novembre. Et c'est important la date parce que vous allez voir dans l'histoire qu'il y avait un avant avec Michèle Rivasi, il y a un après sans Michèle Rivasi. Et ça change beaucoup de choses dans la relation qu'on a avec la préfecture notamment. Donc ce jour-là, monsieur le préfet a fait quand même une proposition qui était magnifique. C'est qu'il lui a proposé 2 zones blanches à tester pour moi, c'est-à-dire pour une personne reconnue électro-hypersensible, en sachant que l'État et les industriels ne reconnaissent pas la toxicité des ondes. Lorsqu'on propose une zone blanche à une personne électro-hypersensible, et c'est quand même, on peut dire, une reconnaissance presque explicite, factuellement, que l'électro-hypersensibilité existe. Et mieux encore, lors de cette réunion, il avait fait plancher ses services pour trouver des zones sans téléphonie mobile. Donc c'était en fait la reconnaissance que les ondes de téléphonie mobile étaient toxiques pour une partie de la population, que sont les personnes électro-hypersensibles. Pas forcément pour l'ensemble de la population, tout le monde n'est pas sensible à ces pollutions. Sauf que tout le monde est irradié. Donc entre le fait d'être irradié et le fait de devenir sensible, est-ce qu'il y a un lien de causalité? Eh bien là, le préfet avait tranché, il y en avait un, et donc il fallait que je vive dans une zone protégée. Je suis allé les tester, malheureusement elles se sont avérées qu'elles n'étaient pas compatibles, car malgré tout polluées par diverses sources autres, et notamment des lignes moyennes et haute tension, ce qui fait que je n'ai pas pu partir de ce lieu. En sachant donc que on m'avait proposé donc ces lieux parce que j'avais fait une demande auprès de la commission pour un DALO, droit au logement opposable, et que j'avais été reconnu prioritaire pour être relogé par l'État. Les zones blanches qu'on m'avait proposées, c'était pour obtenir un DALO en zone blanche. Donc on en était là, et suite à ça, donc Michel est parti, et en novembre et fin décembre, la préfecture nous envoie un email en disant que l'antenne d'Entrepierre, qui est à 3 km de mon campement et qui va, selon moi, impacter mon campement par réflexion sur les parois rocheuses, eh bien, allait être allumée au 15 janvier.
Donc on en était là, et après il y a eu des tas de péripéties. Mais disons qu'en fin janvier, j'ai gagné un procès parce que l'ONF avait fait une demande d'expulsion. Et on est passé au tribunal judiciaire. Et bien là encore, assez extraordinaire. Le juge a estimé que j'avais démontré ma pathologie, en sachant que j'ai un dossier médical qui est quand même assez copieux et plutôt bien étayé. Et donc, dans la mesure où j'avais démontré ma pathologie, eh bien, m'expulser de ma zone blanche sans m'avoir relogé avant risquait de mettre ma santé en danger. Donc ça, c'était un grand pas en avant. C'était la première victoire. Ah oui, une victoire magnifique de la reconnaissance judiciaire de l'électrohypersensibilité. Après, il s'avère que l'ONF a fait appel et que ça sera rejugé en décembre 2024. Et si jamais je gagne à nouveau, ce que j'espère et ce qui est souhaitable, ça fera alors jurisprudence. On en est là au niveau de mon expulsion, dans la mesure où j'habite sur un terrain ONF, j'habite illégalement et j'habite ici depuis 9 ans. Donc c'est une illégalité connue par les services de la préfecture, en sachant que c'est un préfet qui, en 2018, a demandé à l'ONF de me laisser vivre là. Donc il y a de multiples preuves que même si l'État ne reconnaît pas la toxicité des ondes et ne reconnaît pas l'électrohypersensibilité, dans les faits, factuellement, l'État ne sait pas quoi faire de nous et accepte de nous laisser vivre dans des zones qui sont compatibles avec nos sensibilités, où que nous soyons. Donc certaines personnes ont vécu dans des grottes, moi c'était dans un endroit très isolé. Certains seront sensibles à la Wi-Fi, d'autres seront sensibles aux 50 Hz, d'autres seront sensibles à énormément de bandes de fréquences. On est rarement sensible à toutes les bandes de fréquences, et heureusement. Tout comme on a toujours une sensibilité qui nous permet, au moins pendant un certain laps de temps, de pouvoir aller dans des milieux pollués pour après retourner dans un milieu propre et bien apaiser l'inflammation de notre organisme. Concrètement, Philippe, tu grilles pour nous là. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ici en termes de rayonnement? Il y a une antenne donc, qui a commencé à irradier ton campement. Est-ce que tu peux nous expliquer depuis quand et qu'est-ce qui se passe réellement avec cet opérateur qui est Free? Alors, en janvier, ils devaient l'allumer et ils ne l'ont toujours pas allumé. En fait, l'opérateur Free avait fait plusieurs études qui démontraient que moi je ne serais pas irradié. Et ça, c'était en 2021-2022. Moi, j'ai toujours expliqué que, grosso modo, avec l'expérience de 16 années d'électrohypersensibilité à fuir les ondes, il y avait strictement aucune chance que je ne sois pas irradié, vu que l'antenne est à 3 km. Donc, de mois en mois, on m'a dit que l'antenne sera allumée en mars, après en avril, après en juin, etc. Et on était tombé d'accord sur le fait qu'il fallait faire des tests, donc allumer l'antenne pour voir si effectivement c'était les études de l'opérateur Free qui étaient justes ou si c'était moi, avec ma compétence d'électro-hypersensible et mon expérience qui était dans le vrai. Donc par 2 fois, en juillet et en août, l'antenne a été allumée sur 2024 donc. En 2024. D'accord. En juillet, elle a été allumée et des mesures ont été faites sur le terrain pour voir à quel niveau d'irradiation j'étais pollué. Et sauf qu'ils ont oublié de l'éteindre et que pendant 24 heures, l'antenne a irradié mon campement. Donc ça m'a valu une nuit blanche parce que moi, sous les ondes, je ne dors plus. Ça perturbe totalement mon cycle de sommeil et je suis capable de ne pas dormir pendant plusieurs nuits comme ça si je grille. Le lendemain matin, donc, je téléphone à la sous-préfecture où j'ai le secrétaire général de la sous-préfecture et je lui dis mais vous êtes passé hier parce que lors du test il était présent, sauf que l'antenne elle est toujours allumée, moi j'ai pas dormi de la nuit, faites quelque chose et faites-le rapidement parce que ça le fait pas. 1 heure après, l'antenne est effectivement éteinte. Donc là aussi, quand une personne électro-hypersensible demande à la préfecture d'éteindre l'antenne qui a été allumée pour un test et qu'elle est éteinte dans l'heure qui suit, c'est un grand merci à la préfecture. C'est le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est merci d'avoir éteint. Et c'est là encore, à nouveau, la reconnaissance que, il ne faut pas m'irradier. Donc c'est la reconnaissance de l'électro-hypersensibilité, c'est la reconnaissance du lien de causalité entre la toxicité des ondes de téléphonie mobile et les symptômes de ma pathologie. Suite à ça, on m'a dit qu'il y aurait un 2e essai. Donc aucun problème, un 2e essai avec des mesures sur place. Donc moi j'ai fait un courrier en expliquant que
faire une mesure, ça prenait 2 à 3 heures, parce que bon, c'est une entreprise extérieure qui vient la faire, on ne sait pas à quelle heure elle arrive, on sait pas, mais ça dure à peu près 1 heure. Si on allume pendant un créneau de 2 à 3 heures, ça devrait suffire. Il n'y a pas de raison de me faire brûler pendant 24 heures pour un essai qui dure 1 heure. Et au deuxième essai au mois d'août, eh bien, ça a été allumé à peu près à moins de 3 heures. Ça veut dire que l'opérateur, en fait, il a mis en place des tests par rapport à toi aussi, ou c'est uniquement par rapport à l'antenne? C'est la préfecture qui demande que vienne sur place une entreprise qui s'appelle Exem. Cette entreprise, elle peut venir chez chaque particulier faire gratuitement des tests depuis... C'est un protocole qui date de 2014, je crois. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel citoyen peut demander à ce qu'on mesure les champs électromagnétiques dans sa maison. Donc c'est intéressant, c'est gratuit, il faut simplement le demander à la mairie, il y a sûrement un CERFA pour le faire. Mais c'était en fait pour rassurer les citoyens de leur niveau de pollution chez eux, en sachant que les niveaux tolérés en France sont létaux. C'est-à-dire qu'en fait, c'est 41 et 61 volts par mètre, et à 61 volts par mètre, eh ben vous êtes à peu près sûr de décéder au bout d'un certain nombre d'heures. Il n'y a pas beaucoup de limites létales. L'entreprise Exem est venue à la demande de la préfecture faire des tests sur mon campement. Donc là, ces tests, ce qui ne veut pas dire que l'opérateur, lui, ne fait pas des tests. Mais l'opérateur, lui, sait très très bien à quelle puissance débite son antenne, etc. Nous, là, on parle de faire des tests sur place pour voir le niveau de pollution. La sensibilité des appareils de cette entreprise Exem dans le cadre du protocole ANFR DR 15.4, donc c'est l'Agence nationale des radiofréquences qui a mis en place ce protocole, eh bien, utilise des appareils dont la sensibilité est limitée à 50 millivolts par mètre. C'est-à-dire que tout signal inférieur à 50 millivolts par mètre ne sera pas détecté par la sensibilité des appareils. Donc, ici, à chaque fois qu'ils sont venus, et ils sont venus 3 fois, il y a que l'antenne soit éteinte, allumée d'une façon, allumée d'une autre façon, il y a toujours inférieur à 50 millivolts par mètre. C'est-à-dire qu'ici, les signaux sont faibles, on est d'accord. Mais, sauf que si on allume un téléphone portable, ça passe tout debout. On a vu tout à l'heure. Voilà. Donc, c'est pas parce que les signaux sont faibles que dans le cadre du protocole ANFR-DR 15.4, on est effectivement dans quelque chose de très très bien, que c'est suffisant pour une hypersensibilité d'une personne électro-hypersensible. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que, ok, vos tests indiquent que c'est inférieur à 50, mais le téléphone portable, lorsque vous avez fait le premier test en juillet, il y avait 2 barres sur les 4 opérateurs, là où d'habitude il n'y a pas. Donc, preuve que je suis irradié et que ça m'a entraîné une insomnie et que je ne peux pas tenir sur mon campement. Et donc, du coup, ils l'ont éteint. Donc, tout ça, ils le savent. Ils savent très bien, sauf que qu'est-ce qu'on fait avec ça? Les tests ANFR sont faits, en fait, pour trouver des points atypiques quand vous avez 10 à 15, 20 volts par mètre dans une chambre ou dans un appartement en ville. D'accord. Mais pas du tout adapté pour mesurer une zone blanche à la campagne. Voilà. D'accord, okay. Les mercredis, ça fait 5 jours que l'antenne est active et il semblerait qu'il n'y a plus de volonté de la part de la préfecture d'éteindre, alors qu'elle irradie sur mon campement. Que tu as essayé de rappeler, par exemple, lundi? Alors, bien sûr, moi j'ai rappelé lundi, j'ai rappelé mardi, j'ai toujours le secret. Alors, j'ai essayé d'avoir la directrice de cabinet du préfet et c'est impossible de l'avoir. Quand je demande à des techniciens, tout le monde me dit qu'ils n'ont pas le droit de parler. Donc, personne n'a le droit de me parler au niveau de la préfecture. Et j'arrive à avoir personne, donc je n'ai que ce secrétaire général de Forcalquier qui me dit, la dernière conversation, elle était claire, hein, c'est de toute manière chez vous, c'est faible. Donc, vous ne pouvez pas le sentir. Et de plus, autant on peut être allergique à un produit chimique, autant c'est impossible d'avoir une allergie à une valeur physique. Donc là, au moins, pour cette personne, le message était clair. Donc, c'est le seul interlocuteur que moi j'ai en direct et c'est pas simple. On n'a pas empêché monsieur le préfet, à plusieurs moments, d'avoir une position ambivalente. Une fois, il accepte que l'antenne soit allumée, mais il accepte de la faire éteindre. Là, c'est la 3e fois, elle est allumée. Aussi bien l'association Zone Blanche que le collectif et que nous, ma compagne et moi, on a écrit des emails en disant « mais venez, là ça passe ». Oui,
c'est faible, bien sûr, c'est vrai. Les niveaux sont faibles. Pour une personne qui téléphone 4 heures par jour avec le téléphone sur l'oreille, c'est sûr que les niveaux d'ici, ils sont quasi invisibles. Sauf que pour une personne électro-hypersensible, moi, maintenant, j'ai été obligé de changer ma caravane. Là, je me suis réfugié dans un bout du campement qui est un peu moins fort, mais là où ma caravane de nuit, où il y avait toujours 0 sur mon lit, là, je pouvais téléphoner. Donc maintenant, aujourd'hui, on téléphone de mon campement. Et il y a un huissier de justice qui est passé, j'avais fait faire un constat en mois d'août, il y avait 0 pour les 4 opérateurs. Il y a une réelle élévation des niveaux d'irradiation qui restent dans des valeurs, dans le cadre du protocole ANFR 15.4, effectivement totalement acceptables. Ce protocole protège quand même les opérateurs. Il protège surtout les opérateurs et les fonctionnaires. C'est-à-dire que pour un fonctionnaire, il y a un cadre. Il y a un cadre, on est dans le cadre, on n'est pas dans le cadre. Effectivement, sauf que tant que la pathologie électro-hypersensibilité n'est pas reconnue par l'État, et elle ne l'est pas, alors que moi, je suis quand même, j'ai été reconnu par la sécurité sociale. J'ai été reconnu handicapé pour électro-hypersensibilité, j'ai été reconnu par la sécurité sociale électrosensible, etc. Donc, d'un côté, on nous reconnaît, et de l'autre côté, d'autres organismes, c'est-à-dire que comme dans n'importe quel scandale sanitaire, l'État est toujours à défendre les industriels jusqu'au bout. Et il n'y a que quand la justice passe qu'elle va obliger l'État à reconnaître qu'il faut cesser une technologie ou qu'il faut l'adapter. On voit la bonne foi par ce que tu vis et en face de toi, la mauvaise foi quand même. Ça joue entre les deux. Disons qu'on ne peut pas parler de bonne foi d'un industriel quand il dit que quand on va parler du chlordécone, des bananeraies et tout ça, où est la bonne foi le produit était interdit aux États-Unis car trop toxique. Il a été au bout de quelques années interdit en Martinique, Guadeloupe car trop toxique. Et les producteurs des bananeraies ont malgré tout continué à l'utiliser. Donc on s'aperçoit que le monde industriel, tant qu'il peut faire de l'argent avec une technologie, il le fait. Alors, c'est pour ça que on essaie aujourd'hui, par la justice, d'obtenir la reconnaissance de la toxicité des ondes avec un lien de causalité entre champ électromagnétique artificiel, micro-ondes ou pas, et électro-hypersensibilité. Avec l'association Zone Blanche, vous avez décidé de faire ce qu'on appelle un live test, c'est ça, pour avoir un suivi médical entre donc l'activation de cette antenne et ton état de santé. On en avait parlé lors de l'émission sur le plateau TV Les Guerres Invisibles avec Marie-Noël Boulanger et le docteur Iragaray qui te suit. Est-ce que c'est ça, Philippe? Oui, donc en fait, c'est un suivi médical. Je savais très bien que j'étais pas certain que mon terrain ne soit pas irradié à un moment ou à un autre. Donc, il y a quelques mois, j'ai fait toute une batterie, en sachant que j'ai déjà fait ces batteries de tests, aussi bien biologiques que d'imagerie médicale, en 2009-2010. Et donc, d'ailleurs, j'avais déjà prouvé qu'en zone blanche, on s'améliorait parce que en 2009, j'avais fait toute une batterie de tests. Puis après, donc c'était le début de mon électro-hypersensibilité. J'étais allé me réfugier en forêt, en montagne. Et 3 mois après, j'avais refait la même batterie de tests. Et là, les résultats étaient probants. On voyait une nette amélioration de l'oxygénation du cerveau, en sachant que via un examen médical avec un écho-doppler cérébral. Donc, il y a une amélioration à partir du moment où on se protège. Donc là, en août, j'ai refait toute une batterie de tests en sachant que l'écho-doppler cérébral, je n'ai pas pu le faire parce que je ne pouvais plus me monter à Paris. Il n'y en a qu'un seul, c'est à Paris qu'on peut faire cet examen. Mais j'ai fait toute une batterie de tests biologiques avec un certain nombre de marqueurs qui, lorsqu'on est irradié pendant un certain temps prolongé, eh bien, normalement, devrait être différent et marquer que mon organisme est en souffrance. Donc, au bout d'un certain temps, si ils n'éteignent pas l'antenne, je referai l'ensemble des examens biologiques et on fera une comparaison. Sauf que, qu'est-ce que là je suis en train de faire? Je suis ni plus ni moins que de brûler, de servir de cobaye pour essayer de démontrer à un préfet et à un ministre, à un chef d'État et à un État ce qu'ils savent déjà. Et quand vous usez la santé à essayer de démontrer quelque chose qu'ils savent déjà, mais qu'ils ne reconnaissent pas, car
Eh bien, il faut le faire. Donc oui, je le fais. Je ne me fais pas irradier. Je pensais bien ne pas avoir besoin d'utiliser ces tests médicaux. Mais on m'irradie autant que ça serve à quelque chose. C'est la base de départ de ce suivi médical. Mais par contre, ce qui est monstrueux, c'est que c'est pour ça qu'on a besoin de la justice. À quoi ça sert de démontrer une réalité qu'ils connaissent déjà ? Donc tout ça, c'est simplement de la souffrance qu'on fait endurer à une partie de la population qui ne supporte pas ces champs électromagnétiques artificiels en pure gratuité. Ici, là, depuis quelques jours, moi, je ne dors plus. Les 2 premières nuits ont été blanches et après, je dors 2 heures par nuit. On ne peut pas dormir aussi peu très longtemps. Donc ici sur mon campement, je vis comme un réfugié. Ma fille ne vient même plus. Je ne descends plus vivre sur mon campement. Je suis sur un tout petit coin. Quand j'ai le temps, je pars en montagne. Il y a des endroits qui sont quand même plus propres, un peu éloignés, mais qui est bon et accessible en randonnée. Donc je vais me ressourcer là-bas. Mais c'est plus une vie. Là, je n'ai plus, je joue plus, je fais plus rien, je suis comme une bête traquée. Je suis très émue par ce que tu viens de dire et comment tu fais pour avoir cette force encore de combattre ? Pourquoi tu fais ça ? Pour qui ? Et au nom de quoi ? La première réponse à pourquoi, c'est parce que j'ai pas le choix. Toute personne qui a une pathologie va mener un combat. Quand la pathologie est reconnue, c'est un combat personnel avec un VSL qui vient vous prendre le matin, mais ça enlève rien qu'un cancer, c'est pas anodin, et que quand on vous en promet 3 dans votre vie, c'est pas quelque chose qui fait rêver. Il s'avère que la pathologie électro-hypersensibilité et multichimico-sensibilité, qui sont 2 pathologies associées, ne sont pas reconnues. Donc, en fait, on ne peut avoir l'espoir d'avoir le droit de vivre quelque part que si on se bat pour prendre ce droit et démontrer notre pathologie, la faire accepter par l'État, et si l'État le refuse, ce qui est le cas, faire par la voie de la justice, imposer à l'État la reconnaissance de ce qu'il sait déjà. Les ondes sont toxiques, l'électrosensibilité existe, il y a un lien de causalité entre les deux. Mais donc pourquoi on le fait ? On le fait, moi je suis électrosensible depuis 2008, donc ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans que je me bats. Ça fait 16 ans qu'on prend des coups, qu'on se fait irradier, ça fait 16 ans que je fuis le monde. C'est-à-dire qu'en 16 années, en 2008, c'était facile. Fuir les ondes, j'avais un camping-car, j'ai fait 5 km, je suis allé dans la montagne, enfin dans la Côte d'Or, et j'ai trouvé un endroit qui me correspondait alors. J'étais moins électrosensible, il y avait beaucoup moins d'antennes. Aujourd'hui, il y a des antennes partout. Donc, on se bat, je ne suis pas le seul, hein. Partout en France, il y a des gens qui, comme moi, vivent dans des caves, des grottes, des bois, dans leurs voitures, isolées, etc. Nous sommes des gens qui ne pouvons pas communiquer. Moi, j'ai pas de téléphone, j'ai pas de tablette, j'ai même pas l'électricité de 120 volts. Je suis dans une zone où normalement jusqu'à présent ça captait pas, etc. Et quand je veux téléphoner, je vais à 2 km chez une voisine extraordinaire qui me permet de téléphoner de chez elle. Mais c'est pour travailler, communiquer, etc. En 2024, je ne suis pas le type le plus performant de la Terre au niveau de la communication. Donc, tout est compliqué, mais si on ne fait pas ce travail, qui va faire le travail pour la reconnaissance de l'EHS si ce n'est pas les EHS eux-mêmes ? Tu es porté par cette force donc, du combat. J'imagine que parfois tu es épuisé de par l'irradiation de cette antenne. Où tu puises cette force ? J'ai une compagne, j'ai une fille de 8 ans. Donc, j'ai pas le droit... J'ai un peu l'obligation de l'accompagner encore quelques années. Et je pense que c'est l'une de mes principales forces. Après, en parapente, on dit tant que t'es pas posé, tu voles. Donc pour l'instant, je me battrai jusqu'au bout. Et si je dois partir, d'autres prendront le relais. Mais j'ai encore du chemin à faire et je sais que, sincèrement, dans un deuxième procès, dans le cadre, j'ai un dossier contentieux dans le cadre du DALO, où je suis allé, donc en première instance, j'ai perdu, mais je suis en cassation au Conseil d'État. Et j'espère bien, ce que je demande, c'est un DALO en zone blanche. DALO, droit au logement opposable en zone blanche. C'est-à-dire que, à partir du moment où le préfet m'a proposé des zones blanches, même si elles ne l'étaient pas, il reconnaissait
que j'ai besoin de zone blanche pour vivre. Et bien maintenant, je demande à ce qu'un juge reconnaisse que, vu mon dossier, j'ai besoin de zone blanche pour vivre. Donc, si jamais je perdais en cassation, ce qui n'est pas prouvé parce que mon avocat estime que mon dossier est plutôt très bon, eh bien, j'irai à la Cour européenne des droits de l'homme. Autant à la cassation, c'est la forme qu'on juge. Est-ce qu'il y a eu un problème de forme? Et il y a eu un problème de forme en première instance. Il n'y a pas d'appel au niveau d'un ALO. Mais sinon, j'irai donc sur le fond à la Cour européenne des droits de l'homme. Et je pense que sur le fond, eh bien, alors, mon dossier est bon. J'ai des bons avocats. J'ai rencontré au tribunal judiciaire un juge extraordinaire. Mais il y a une chose aussi qui joue en notre faveur. C'est que je pense que les temps sont mûrs pour la reconnaissance de la toxicité des ondes. C'est aussi simple que ça. Tout un chacun, si vous regardez, si vous faites un petit pas de côté, si vous regardez votre téléphone portable, qui va pouvoir imaginer qu'il fonctionne par magie? C'est un transfert d'énergie qui fait un transfert de données. Et vous êtes irradié, ça s'appelle des irradiations. Le téléphone, quand il fonctionne, et surtout quand il fonctionne dans des lieux mal couverts, vous êtes irradié fortement. Alors, si vous téléphoniez avec de la 1G, 30 secondes par semaine, en disant je suis en panne avec ma voiture, venez me chercher. Ok, ça serait peut-être susceptible d'être supportable. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes irradié tout le temps, que les enfants le sont, que vous faites 4 heures, 6 heures, 8 heures derrière un objet communicant et qu'on vous promet des milliards d'objets communicants tout autour de vous. Et que votre voiture, si vous allez vouloir dans 5-10 ans faire un voyage en véhicule, il sera autonome et il sera relié par de la téléphonie mobile partout sur le territoire français. Donc, il est inimaginable qu'on puisse augmenter à l'infini une valeur physique mesurable. Les champs électromagnétiques micro-ondes sont mesurables. Et donc, ils sont délétères. Ils sont délétères pour l'instant. Il y a une partie de multiples façons. Les EHS, eux, le ressentent dans leur chair, mais c'est une couche supplémentaire de toxicité dans notre environnement. Notre environnement est déjà multipollué par l'ensemble des pesticides, fongicides, herbicides, par la chimie, par les perturbateurs endocriniens. L'air est pollué, l'eau est polluée, la terre est polluée. Et maintenant, les ondes sont polluées et on a même réussi à envoyer des satellites pour polluer l'espace et nous empêcher, avec tous ces satellites, bientôt d'envoyer des fusées dans l'univers, quoi. On peut comprendre aussi tout l'enjeu de ce combat. Pourquoi ? Parce que d'un côté, il y a une accélération de la technologie. Comme tu dis, on nous promet des objets connectés, des maisons, tout ce que tu veux. Et de notre côté, il y a cette sensibilité humaine, d'un point de vue médical, qui n'est pas encore reconnue. Mais si c'est reconnu, qu'est-ce qui se passe ? Là, tu as tout dit. En fait, le problème, c'est qu'on se voit, la 5G est dépassée, maintenant la 6G est en cours d'installation aussi, la 7 est dans les cartons et la 8 est dans les esprits, et la 20 est espérée. Donc, sauf qu'il y a des limites, non pas humaines, il y a des limites du vivant. Parce qu'on oublie de dire quand même, quand nous irradions, nous les êtres humains, on irradie un petit peu l'ensemble de tous les êtres vivants. Et les êtres vivants, qui sont composés de cellules qui elles-mêmes ont un potentiel électrique et qui ont un fonctionnement électrochimique, sont perturbés par les champs électromagnétiques. Et si on les augmente d'une façon délirante, et c'est ce qu'on est en train de faire dans la mesure où on s'imagine sans limite. On ne parle pas de dire on s'arrête à la 6G, parce que là on se dit non, la 7, la 8, la 20. Mais on n'ira pas jusqu'à la 20. De toute manière, le vivant obligera les États et puis qui obligera les industriels à limiter et à baisser. Et donc nous on s'appuie, les personnes électro-hypersensibles, notre combat à nous, c'est de démontrer que les ondes sont toxiques. Après, ça sera aux citoyens de l'ensemble de la planète de travailler à imposer à leurs États qu'elles sont toxiques pour tout le monde, à des degrés plus ou moins importants, mais vous avez quand même une grande chance que dans le cancer que vous allez vous faire, notamment au niveau du cerveau, en utilisant des téléphones portables, etc., à l'oreille, il y a quand même une grande chance une grande probabilité, car on ne peut pas parler de chance, que les cancers que vous allez développer soient en partie dus à l'environnement électromagnétique dans lequel vous baignez. Donc là, maintenant, c'est à vous de faire la suite, c'est-à-dire de faire baisser les champs électromagnétiques pour l'ensemble de la population et sur l'ensemble du territoire. Il va falloir, dans ce cas-là,
créer, je pense, des espèces de stages pour l'addiction au smartphone. Parce que là, la société de consommation aussi a bien élaboré, je ne vais pas parler de plan, mais en tout cas, nos jeunes citoyens sont complètement pris dans cette addiction. Le téléphone, c'est devenu papa et maman aujourd'hui. Alors, moi j'étendrais ça parce que c'est souvent qu'on dit les enfants, les ados, c'est vrai. Mais pour moi, les adultes et les personnes âgées, autant. Alors, effectivement, ça risque d'avoir une incidence supérieure sur des organismes qui sont en formation. Et on peut craindre et on doit protéger les enfants, c'est une évidence, notamment leur cerveau, etc. Mais c'est l'ensemble de la population qui est addicte. Et donc, il devrait y avoir des réelles campagnes. Et on entend en ce moment qu'il faut faire moins d'écrans. Alors, bon, mais les écrans, on ne vise pas la toxicité des ondes. Là, on ne voit que, effectivement, de toute manière, ça transforme l'être humain. L'être humain est transformé dans ses liens sociaux. Et là, c'est quand même extraordinaire. Et quand on dit transformer, c'est en mal. On dénature l'humanité que chaque individu a en soi. Petite anecdote, j'étais à Paris il y a quelques semaines et j'ai juste vu dans les métros, moi ça m'a vraiment bousculé, choqué. Donc toutes les personnes qui étaient penchées sur leur téléphone, courbées. Il n'y avait même plus de regard entre êtres humains. Notre société aujourd'hui en est là. C'est-à-dire que 4 personnes au restaurant pensent à leurs 5000 amis sans se rendre compte que des vrais amis, ils les ont sûrement autour d'eux et que les vrais instants de bonheur et d'échange et de forte amitié, c'est à l'instant T. C'est pas à travers un écran. Mais tout ça, ce serait un combat que vous, citoyens qui n'êtes pas EHS, allez devoir mener. Allez, faites-le pour vos enfants, faites-le pour vous-même, hein, d'ailleurs, et puis faites-le pour tous. On s'éloigne un peu, mais on va vers une société qui, sincèrement, est pas drôle pour les générations futures, et elle est compliquée. Elle est compliquée dans tous les domaines. Avoir 10 ans, 15 ans, 20 ans aujourd'hui, c'est à des années-lumière de la légèreté de mes 20 ans, de ma génération. Et les 20 ans de ma génération. J'ai 63 ans, j'avais 20 ans en 80. Et en 80, toutes ces technologies n'existaient pas, le chômage n'existait pas. On a eu la chance de ne pas avoir à traverser de guerre. On a eu vraiment une légèreté. On était libre. Or, ce que vous êtes en train de perdre derrière vos écrans, c'est votre liberté. Si vous ne vous en rendez pas compte, éteignez l'écran, faites un pas de côté, asseyez-vous sur un banc, regardez autour de vous, ouvrez une oreille, entendez les oiseaux, regardez vos voisins qui sont derrière leur écran. Qui est le plus libre ? Celui qui est sur son écran avec ses 5000 amis en train de surfer effectivement, sur des choses qui peuvent être intéressantes, mais elles ne le sont pas toutes, point s'en faut. Ou est-ce que c'est vous qui êtes là, à cet instant, le plus profondément vivant ? Alors, je n'ai pas pu filmer Philippe Tribaudot parce que cet iPhone que j'ai pour filmer, malgré le retrait de la carte SIM, malgré les données cellulaires désactivées, le Wi-Fi, le Bluetooth, enfin la totale, il irradie encore. Voilà, c'est ce fameux système de géolocalisation par défaut qui s'active toutes les 30 secondes au cas où on se perdrait ou tout simplement si jamais on nous vole ce téléphone. Enfin, donc voilà, là je m'approche en fait de cette fameuse antenne qui irradie sur le campement de Philippe Tribaudot, qui est bien cachée, malgré qu'elle soit à 3 km de son campement. Là, elle est activée depuis vendredi dernier, sans que Philippe ait pu avoir un arrêt par la préfecture. Voilà, donc ils ont créé cette route exprès pour cette antenne d'ailleurs. Voilà, elle est toute neuve, on s'y approche. Voilà ce qui met en danger la vie de Philippe Tribaudot, qui grille pour nous tous. Effectivement, nous pouvons entendre un fond sonore. Donc, comme le disait Philippe, cette antenne est bien activée depuis vendredi.